Très bien. On y va? Voilà, donc nous, on va parler de radiologie interventionnelle chez le patient polytraumatisé. Et ce n'est pas du tout un sujet, comment dire, des moindres. Alors pourquoi? Parce que vous allez voir que actuellement, c'est avoir un plateau technique où on a une salle de vasculaire avec une équipe de radiologie interventionnelle, c'est primordial dans la prise en charge actuellement des polytraumatisés. Ça remonte à très longtemps, hein, donc, et nous, en Tunisie, on rame, on n'arrive pas à suivre, d'accord? Et vous allez voir que c'est vraiment très, très intéressant pour le patient et pour nous tous, hein, d'accord? Voilà, donc on va commencer par un petit cas clinique. Et d'ailleurs, je vais voir si vous avez retenu la sémiologie de ce matin. Ok. Alors, patiente âgée de 23 ans, victime d'un AVP, c'est une piétonne qui a été heurtée par une voiture éjectée avec réception sur l'hémicorps gauche. Donc, à l'examen aux urgences, cette patiente avait un bon état de conscience, elle était tachycarde, j'ai pas de nombre de battements par minute, elle avait des douleurs thoraciques gauche et abdominales. Alors, qu'est-ce que vous devez demander comme examen d'imagerie? Et si elle n'a pas besoin d'examen d'imagerie, vous allez me dire aussi, est-ce qu'il faut faire quelque chose et qu'est-ce qu'il faut faire? Allez, il faudrait qu'on fasse vite parce qu'il y a un autre enseignant au BAD. On a déjà commencé en retard. Non, rien, vous allez la renvoyer chez elle. Et faire quoi? My God. Alors, qui dit mieux? Radiothorax ou abdominal? Alors, tachycarde. Tachycarde, c'est tout. Alors, instable, est-ce que tachycarde égale instable? Voilà, tout à fait. Alors, il faudrait chez cette patiente bien évaluer l'état hémodynamique, voir la tension artérielle, et toute l'histoire. Alors, si elle a un mauvais état hémodynamique, elle va rester sur place et elle va avoir fast écho et compagnie. Si par contre, elle est transportable, qu'est-ce qu'il faut lui faire? Un body scan. Alors, pourquoi un body scan? Non, c'est pas parce qu'elle s'est un body traumatisé. Un body scan parce qu'elle a été éjectée. C'est le mécanisme, surtout pour commencer. Et puis après, hein, alors le mécanisme brutal d'un polytraumatisé donc, indique un body scan, même si on a l'impression que le patient n'a pas de lésion grave, du moins actuellement. Hein, d'accord? OK? Donc, elle a eu un scan. Alors, je ne vais pas rappeler la technique du scan, vous l'avez vu aujourd'hui, je suppose. Vous avez vu la technique du scan aujourd'hui, ce matin. Et sachez que on ne pense pas toujours chez ces patients, même s'ils sont jeunes, irradiation et radioprotection. Franchement, c'est-à-dire que il faudrait faire de son mieux pour avoir un très bon diagnostic. Alors, la radioprotection, c'est peut-être après, quand le patient ira mieux et quand on va lui faire éventuellement beaucoup de contrôles par la suite. Par contre, au début, pensez à avoir une très bonne exploration pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour cette patient. D'accord? Donc, artériel, portal, tardif, SPC, toute l'histoire, enfin, cérébrale, cervicale, tout ça, c'est indispensable pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire par la suite. Voilà, donc elle a eu tout ceci, bien sûr. Il faudrait derrière la console. Moi, je parle essentiellement des radiologues parce que les réanimateurs sont toujours derrière la console. D'accord? Ils sont toujours là. Mais je parle des radiologues. Il faudrait être derrière la console dans le sens où est-ce qu'il faudrait faire autre chose pour le patient? Est-ce qu'il faudrait faire du tardif à 3 minutes, du tardif à 15 minutes? Cela dépend de ce qu'on a déjà vu sur le scan. Est-ce qu'il faudrait faire un angioscan sur les trans supraaortiques éventuellement s'il y a une lésion donc au niveau du rocher, par exemple, et ainsi de suite. D'accord? Alors, je vous donc, donne le résultat du scan. Alors, sur le compte rendu, il y avait hélice cérébrale RAS, hélice cervicale RAS, thoracique, fracture non déplacée, 9e, 10e côte gauche, contusion pulmonaire gauche, décollement pleural minime, donc ça n'a pas l'air grave. Et je vous montre l'hélice abdominale. Je vous ai choisi uniquement 2 images, les plus intéressantes. Alors, vite, 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 qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qui n'est pas normal? La rate. La rate n'est pas normale. Alors, est-ce que c'est ça qui n'est pas normal? Non. Pourquoi? Voilà, donc ça, c'est une rate auto-artérielle. Elle a un aspect, ce qu'on appelle entre guillemets tigré. Par contre, ça devient homogène après. Alors, qu'est-ce qui n'est pas normal? C'est ceci. Alors, qu'est-ce que vous voyez en 2 mots? Alors, ici, déjà, la rate est noire. Et ici, elle est noire.
D'accord, hein, donc il y a une contusion de la rate, hein, d'accord. Alors le problème, c'est que dans cette rate, il y a un blush, hein, donc il y a, donc malgré que la rate soit contuse et noire, donc entre guillemets dévascularisée, il y a quelque chose qui brille dedans. Et donc là, c'est peut-être un signe indirect de quoi? D'une lésion vasculaire, hein, d'une lésion vasculaire, donc d'un saignement actif qui, sur le temps tardif, persiste et il est même un peu plus étendu, hein, d'accord. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Hmm. Est-ce qu'il y a autre chose? Le rein gauche, صحيح. هذا radiologue ولا animateur? Radiologue. Ça me l'a fait que je me disais, oui, il y a une contusion du rein gauche. Alors, je n'ai pas mis tout le rein gauche. Donc, quel animateur il y a? Donc, alors, il y a une contusion du rein gauche. Je n'ai pas mis toutes les images du rein gauche parce que c'était uniquement une contusion simple, d'accord? Et sans extravasation de contraste. D'accord? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est la rate, hein? Alors bon, c'est vrai que on vous a certainement parlé du grading des lésions, hein, grade 1 à 4, ainsi de suite. Alors dans la vraie vie quotidienne, on ne grade pas vraiment, hein. On parle particulièrement de lésions sévères, hein, pour lesquelles il faut faire quelque chose. Généralement, c'est plutôt les 3, 4 et bien sûr 5. Et des lésions moins sévères qu'il faut surveiller. Alors, devant ce patient, vous avez donc cette patiente, vous avez une extraversion de contraste, et par ailleurs, il n'y a pas grand-chose, un traumatisme thoracique banal. Qu'est-ce que vous allez faire? Alors, chirurgien, réanimateur, urgentiste, radiologue, devant cette patiente, vous allez faire quoi? Alors, rappelez-vous, tachycarde, un petit peu, mais bon, stabilisée, puisqu'elle est partie au scan. Hum. Alors, voilà ce qu'il faut faire. Ah, donc, si vous avez un patient en état de choc, généralement, non contrôlé, c'est le bloc, hein, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors maintenant, ça commence à changer un tout petit peu dans la littérature. Quand il y a des équipes de radiologie interventionnelle sur place et très rapide, on peut, même si le patient est choqué, céder d'un geste de radiologie interventionnelle. Mais dans la littérature actuellement, c'est plutôt le bloc. Maintenant, si le patient est stabilisé, eh bien, tout dépend si on voit une cible vasculaire sur la forme d'extravasation ou bien on ne voit pas de cible. Alors, quand on a un traumatisme banal, donc grade 1 ou 2, généralement on surveille, quand on voit une cible vasculaire, même si le traumatisme a l'air d'être sur le plan clinique bien jugulé, c'est-à-dire eh bien, il faut emboliser. Et on verra par la suite pour quelles raisons il faut emboliser. D'accord? Alors après, bien sûr, vous avez des grades 5 généralement. Alors, grade 5, généralement, ça rime avec des malades non contrôlés sur le plan hémodynamique. Maintenant, s'ils sont contrôlés, on peut aller jusqu'à l'embolisation. Alors, l'embolisation, qu'est-ce que c'est que l'embolisation? Alors, l'embolisation se fait, c'est une technique radiologique, hein, d'accord, donc guidée par l'imagerie, se fait dans une salle de radiologie interventionnelle, donc dans une salle dédiée, hein, d'accord. Comme vous voyez ici, donc c'est une salle, on travaille dans des règles d'asepsie rigoureuses, comme au bloc. Donc, c'est une salle de radiologie avec une machine assez donc, développée, du matériel développé. Ici, alors, les réanimateurs, donc, certainement reconnaissent ici les désilés, hein, donc, c'est des aiguilles d'abord vasculaires, donc l'aiguille, le désilé, pour aller donc, au niveau d'artère fémorale, les différents cathéters, différents guides. Donc, ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que quand vous allez faire une embolisation, il faudrait que votre matériel soit déjà dans la salle, hein, d'accord? Donc, malheureusement, chose qui n'est pas toujours évidente en Tunisie, mais normalement, pour faire du vasculaire rapide, il faudrait que le matériel existe. Il existe donc dans la salle de vasculaire. Alors, au début, qu'est-ce qu'on fait? Il faudrait avoir une voie vasculaire, alors généralement fémorale, hein, donc sauf éventuellement s'il y a une sténose. C'est souvent pas le cas puisqu'on a souvent affaire à des patients jeunes, donc ils ont de bonnes artères, d'accord? Alors, généralement, on ponctionne l'artère fémorale, n'importe quelle artère fémorale, droite ou gauche, il n'y a pas de problème. Seulement, quand on a un traumatisme du bassin, par exemple, le mieux, c'est de ponctionner du côté contralatéral. Parce que, regardez ici, par exemple, vous avez ici une fracture du bassin. Et ici, donc, si j'ai une lésion que je vais emboliser, par exemple, à droite, ça sera beaucoup plus simple que je ponctionne à gauche pour que je puisse passer de l'autre côté. Alors, il n'est pas simple de ponctionner à droite et de se remettre dans l'hypogastrique du même côté. Donc, c'est un tout petit peu compliqué sur le plan technique. Donc, on essaie de fonctionner. Mais après, si on n'a pas le choix, de toutes les façons, on peut le faire. C'est pour ça que nous, on se met d'accord avec les réanimateurs en général à l'hôpital Mogislim pour qu'ils essaient quand même de nous laisser dans les traumatismes du bassin
donc l'artère contralatérale au traumatisme, parce que généralement, bien sûr, les réanimateurs vont mettre donc des voies veineuses centrales et ainsi de suite. Voilà. Mais après, on peut fonctionner donc des deux côtés, peu importe, plus important, c'est qu'on fasse l'embolisation. Alors, est-ce que vous avez une idée sur le matériel d'embolisation? On va emboliser avec quoi? Qu'est-ce qu'on va mettre? On doit occlure une artère. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Qu'est-ce qu'on met? Alors, il y a deux types d'emboles. Deux types d'emboles. Il y a les emboles résorbables. Ça veut dire quoi, résorbable? Ça veut dire que je mets un embole et il va tout doucement, hein, donc se dissiper, disparaître dans les 48 à 72 heures. Ce sont des emboles intéressants, particulièrement pour les gros troncs artériels, hein, d'accord? Et pour donc les organes avec circulation artérielle terminale. Hein, d'accord? Donc, parce que par la suite, on évite quand même d'avoir une nécrose massive de l'organe lorsque. Alors là, on peut mettre alors, ce qu'on appelle. En fait, c'est de la gélatine de porc. Hein, d'accord? Vous voyez, ça se vend sous la forme de plaques. Et c'est des plaques pas chères du tout. Hein, donc, la plaque coûte 3 à 4 euros. C'est rien du tout. Mais en Tunisie, on n'arrive pas à les avoir. Donc, en fait, on les coupe en petits morceaux, donc on les met dans du produit de contraste dilué, hein, d'accord? Ça devient un tout petit peu comme une bouillie, hein, si vous voulez, ok? Et puis après, on les injecte, hein, on injecte ça dans le vaisseau en question. Alors maintenant, il y a aussi du matériel d'embolisation non réservable. Ça veut dire une embolisation définitive, hein, d'accord? Et on dispose dans ce cas de plusieurs, matériaux d'embolisation. Alors premièrement, vous avez certainement entendu parler des coils. Alors les coils, c'est quoi? C'est des sortes de ressorts, hein, d'accord? Et en fait, le relargage se fait en intravasculaire. Hein. Au début, donc ce ressort, il est sous une forme rectiligne dans une aiguille, puis après, on le met dans le cathéter, on pousse, et quand il sort du cathéter, eh bien, il va s'enrouler, d'accord? Et ça va donc occlure le vaisseau. Alors maintenant, il faut savoir que ce coil donne une embolisation grâce à deux choses. Premièrement, par sa présence, parce qu'il est embolisant, donc il permet d'obstruer le vaisseau. Par ailleurs aussi, les cols sont entourés justement de petits fils, hein, euh, euh, donc ils sont fabriqués comme ça. Et ces petits fils, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un appel de protéines de la coagulation. Et vous allez avoir, avec l'embolisation donc mécanique, vous allez avoir une embolisation par des caillots sanguins associés. Hein, d'accord? C'est pour ça que nous, par contre, quand on met des coils et que le vaisseau reste perméable, on attend un petit peu pour voir éventuellement si dans 10 minutes, un quart d'heure, le vaisseau ne va pas être obstrué complètement. D'accord? Alors, à part les coils, vous avez ce qu'on appelle les embosphères. Alors, c'est des petites particules, mais ces particules, par contre, qui se vendent soit dans des bouteilles comme ça, soit prêtes à l'injection, dans des seringues. Les seringues donc, ont des couleurs différentes selon le diamètre de ces particules, hein, d'accord? Et ces particules, par contre, sont beaucoup plus chères. Alors, un flacon comme ça peut coûter dans les 800 à 1000 dinars, d'accord? Et ce sont donc des emboules qui vont très loin dans les vaisseaux et qui peuvent, quand on n'a pas vraiment comment dire, quand on n'a pas l'habitude, qui peuvent donner beaucoup de nécrose parenchymateuse parce que donc c'est des embolisations complètement définitives. Sinon, par ailleurs, on peut avoir ce qu'on appelle de la colle biologique. Hein. La colle biologique, en fait, c'est une substance, c'est de la colle, et qui va se solidifier instantanément au contact du sang. Mais c'est une solidification très rapide et massive. Donc, quand on ne sait pas les manipuler, ça peut donner beaucoup de nécrose. Hein, d'accord? Voilà, donc ça c'est retenez, donc matériel d'embolisation provisoire, matériel d'embolisation définitif. Alors, au niveau de la rate, on va revenir un tout petit peu à notre cas clinique. Alors, on peut faire soit du temporaire, c'est la meilleure façon, donc c'est en mettant de la gélatine. Mais parfois, on peut être obligé d'utiliser des coils, d'aller voir des exemples, hein, d'accord? Et il ne faut pas oublier que si, après embolisation, vous avez un infarctus de plus de 75%, il faudrait vacciner les malades, hein, d'accord, contre l'hémophilus et le pneumocoque. Alors maintenant, est-ce qu'il faut faire de l'embolisation splénique distale, sélective, ou proximale? Parce que vous savez, quand un patient arrive en mauvais état hémodynamique et qu'il est déjà installé en radiologie interventionnelle, dans la salle de radiologie interventionnelle, parfois, il se remet à saigner. C'est-à-dire qu'il était stabilisé. Et puis après, vous savez, quand on remplit le malade,
Alors, au début, il peut être en vasoconstriction, et quand on le remplit et que sa tension augmente, il peut donc ressaigner. Alors, pour quelle raison il peut ressaigner? Parce que ses artères étaient en vasoconstriction. Une fois la vasoconstriction levée, il peut ressaigner. Donc, on peut assister à des patients qui saignent dans donc, la salle de radiologie interventionnelle. C'est pour ça que ces gestes doivent être réalisés en présence toujours du réanimateur et éventuellement du chirurgien aussi, hein, d'accord? Et toujours aussi avec des réserves de sang, hein, parce qu'on ne sait jamais. Donc là maintenant, quand le patient a une visite générale et qu'on n'a pas le temps d'aller faire du distal, alors le distal, ça veut dire il faudrait il faudrait mettre la sonde, notre sonde, il faudrait la monter vers l'artère splénique, puis après prendre un microcathéter tout petit pour aller là où il y a le saignement en distalité. Alors tout ça, c'est du temps. Quand on n'a pas le temps, qu'est-ce qu'on fait? On embolise le tronc d'artère splénique pour arrêter l'hémorragie. Et si on embolise le tronc de l'artère splénique, il vaudrait mieux utiliser du correspond. Alors malheureusement, on ne l'a pas toujours. Heureusement que les coils, quand on utilise des coils, de gros coils, alors on a la possibilité de faire une embolisation, disons, entre guillemets, partielle. Ça veut dire quoi partielle? Ça veut dire qu'il va permettre de diminuer le gros débit de l'artère splénique sans l'arrêter complètement. Hein, d'accord? Donc, on peut le faire aussi. Les coils sont moins embolisants que la colle et que les microsphères. D'accord? Alors, en fait, il faut faire attention. Donc là, si on a un patient bien... si on a un patient donc bien stabilisé, on peut faire du distal. Particulièrement si on a une lésion focale, une fibre de contraste, on peut aller directement grâce à un microcathéter. Hein. Donc, on mettra du correspond ou des petits coils, des micro-coils, et on aura moins de territoire ischémique, hein, d'accord? C'est toujours long, c'est difficile, et malheureusement, les lésions ne sont pas toujours visibles, hein, donc particulièrement quand vous avez de toutes petites fuites, vous pouvez ne pas les voir. Alors maintenant, le tronculaire, comme on a dit, quand on a des lésions de grade un peu élevé, sans lésion cible évidente, et quand vous avez par exemple des lésions diffuses, un éclatement de rate, et vous avez plein de fibres de contraste, là, ça ne sert strictement à rien d'aller chercher les petits vaisseaux un à un. Il faudrait occlure complètement le tronc de l'artère splénique. D'accord? Alors, il faut essayer aussi d'occlure le tronc de l'artère splénique d'une façon la plus distale possible, parce que là, vous avez une image que je vais agrandir un tout petit peu en scanner d'une artère splénique. Et l'artère splénique, avant d'entrer dans la rate, donne des petits rameaux pour le pancréas. C'est ce qu'on appelle les artères pancréatiques dorsales. Donc, on essaye de ne pas toucher à ces artères pancréatiques dorsales et d'emboliser au-delà des artères pancréatiques dorsales. Donc, un tout petit peu vers le hile de la rate. Hein, d'accord? Alors, on va revenir maintenant à notre cas. Donc, ici, rappelez-vous, on avait donc un blush au niveau donc, ici, au niveau de la rate, voilà, donc, geste de l'angiographie. Vous avez ici l'artère splénique. Hein. Ici, vous avez des artères normales. Ici, la parenchymographie normale. Et ici, vous avez, donc à ce niveau, au niveau du pôle inférieur, des blushs, hein, des fuites de produits de contraste sur l'artérographie qui ont été embolisées ici par la mise en place de coils à ce niveau. Et donc, le blush a disparu. Hein. Donc là, ce malade, normalement, donc, va évoluer tranquillement et on ne sera pas obligé de le ramener au bloc opératoire. Hein, d'accord? Alors, voici un autre exemple ici d'une très belle fuite ici, un autre patient d'ophtalmologie, hein, donc qui avait donc pratiquement un pseudo-anévrisme au niveau du pôle inférieur de la rate. Alors là, du tout, le malade était fatigué. On n'a pas pu faire une micro embolisation au niveau d'une artère. Donc, on a fermé complètement l'artère splénique ici par des coils. Hein, vous avez vu ici. Et ce qui était intéressant, c'est que la rate a repris par des collatéralités venant donc des artères périspléniques. Et ce patient n'aura pas de nécrose massive de la rate. Hein. Donc, voilà, c'est intéressant. Alors maintenant, en dehors de l'embolisation curative chez des patients donc, qui saignent, il y a ce qu'on appelle aussi l'embolisation préventive de rate. Est-ce que vous avez une idée sur ça? Qu'est-ce que c'est que l'embolisation préventive? Alors, le mot préventif, ça veut dire que vous avez un patient qui est bien donc, stable sur le plan hémodynamique, qui n'a pas de fibre de contraste, mais qui a quand même un traumatisme de la rate assez conséquent. Est-ce que franchement, est-ce que ça vaut le coup de discuter avec les réanimateurs et chirurgiens d'une embolisation préventive? Alors, en fait, ces patients risquent l'apparition de faux anévrismes secondaires. Et est-ce que l'apparition aussi de rupture secondaire de la rate? Vous savez que la rupture secondaire de la rate, c'est quelque chose qui est pratiquement fatal à tous les coups. Donc, c'est de pronostic très sombre.
Quand vous avez un hématome de très grande abondance en sous-capsulaire, il risque de se rompre à tout moment. Et là, votre patient, c'est fini, vous ne pouvez plus lui faire quoi que ce soit donc au bloc opératoire ou bien donc en salle de radiologie interventionnelle. Et il y a des équipes qui ont travaillé sur ça et qui ont pris 2 bras. Ça, c'est donc l'exemple d'une équipe anglaise qui a pris 2 bras chez des patients chez qui donc l'embolisation n'était pas indiquée d'une façon urgente, hein, d'une façon donc, curative, et ils ont embolisé donc un bras et donc ils n'ont pas embolisé l'autre bras, hein, d'accord? Et voilà ce qu'ils ont donc remarqué dans leur travail chez 120 patients randomisés, que chez les patients justement qui n'ont été embolisés, eh bien 3,3% uniquement ont une complication splénique précoce et un patient sur 20 a eu donc une lésion vasculaire ou une rupture secondaire. Par contre, 38,7% des patients non embolisés ont eu des complications spléniques précoces et 8 sur 20 avaient des ruptures secondaires. Donc, il faudrait y réfléchir. Est-ce qu'il faudrait, franchement, chez certains patients qui présentent des lésions assez étendues, mais sans blush, avec un état hémodynamique stable, est-ce qu'il faudrait faire des embolisations préventives? Qui, bien entendu, peut être différé dans le temps, hein. On n'est pas obligé de les faire le jour du traumatisme, mais bien sûr, qui ne doivent pas être très, très retardés pour éviter donc la rupture secondaire. Deuxième cas clinique, patient âgé de 40 ans, donc on a parlé de la rate, hein, maintenant on va parler d'un autre organe. Accident de la voie publique, de véhicule, passager avant, point d'impact hémicorps droit, examen, patient obnubulé, tachycarde, PA 9,5, sensibilité abdominale diffuse. Donc, même raisonnement que tout à l'heure, hein, d'accord? Donc, cette fois-ci, par contre, le patient est obnubulé. Bon, obnubulé, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faudrait qu'il soit bien évalué sur le plan neurologique avec un score de Glasgow, hein, d'accord? Donc, ça, c'est généralement ce qu'on reçoit sur les papiers, sur les demandes, hein, donc, ce n'est pas toujours aussi beau qu'on le croit. Mais, alors, ce patient a été stabilisé, il a été ramené donc en imagerie et au niveau cérébral, il y avait une hémorragie méningée pariétale droite minime, hein. Pas de lésion au niveau du rachis cervical, des fractures déplacées, non déplacées en 12e côte, mais sans pneumothorax. Et le scanner abdominal, je vous montre les images les plus intéressantes. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est quel organe qui est touché déjà? Hein? Le foie, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a au niveau du foie? Alors, un hématome sous-capsulaire uniquement? Voilà, il y a de la contusion assez profonde ici et avoisinante quand même au vaisseau, hein, d'accord? Et il y a un hématome sous-capsulaire ici, parce qu'on le reconnaît parce qu'il déforme donc de façon convexe le foie, et il n'avait pas d'autres lésions intra-abdominales. Qu'est-ce que vous allez faire pour ce patient? Sachant qu'il a été stabilisé. Alors, on revient toujours. Alors, si on va grader ce patient, ça va être un grade 4. Mais généralement, dans le foie, ce n'est pas le grading qui est intéressant dans la conduite à tenir, hein, d'accord? C'est l'éventuelle présence d'une lésion vasculaire. D'accord? C'est le plus important. Alors, si vous avez un choc non contrôlé, c'est toujours la même chose. Il faut normalement passer en chirurgie. Maintenant, si le patient est stabilisé, si vous n'avez pas de lésion vasculaire, généralement, la surveillance est suffisante en matière de traumatisme hépatique. Hein, d'accord? Sinon, si vous avez une lésion artérielle, il faudrait emboliser le malade. Donc, si vous avez une lésion active. Par contre, on n'embolise pas de lésion veineuse. On n'embolise ni tromporte, ni veine sous-hépatique. Ça, le patient doit passer au bloc opératoire. Donc, si on embolise, il faudrait que sémiologiquement parlant, on soit sûr que la fuite est artérielle. Alors, qu'est-ce qu'on vous a dit ce matin? Comment on sait que la fuite est artérielle? Quand on voit une fuite, comment on sait qu'elle est d'origine artérielle? Pardon? C'est fatigué, hein. Alors, quand vous avez un blush, comment dire que c'est d'origine artérielle? On le voit au temps artériel, puis après, il s'aggrave au temps portal et tardif. Il augmente. Hein, d'accord? Donc, c'est ça la définition. Alors, par contre, s'il n'augmente pas, c'est que ça peut être un pseudo-anévrisme, par exemple. Hein. S'il reste tout à fait stable, c'est peut-être pas un blush d'origine, donc une fuite, hein, d'accord? Une fuite libre. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a fait?
Quand on revient sur notre patient, alors ici, franchement, on n'a pas vraiment l'impression qu'il y a une fuite artérielle, la vérité, hein. Donc, alors, il y a un doute sur ceci. Je ne sais pas si vous avez ce petit point blanc là. Vous l'avez vu? Un doute. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas tous les temps d'injection. Ce patient n'a eu qu'un portal. Erreur, grande erreur, d'accord? Bon, ceci dit, étant donné cette imagerie que le patient est stable, on a surveillé, on a attendu. Alors, quand on a surveillé, qu'est-ce qui s'est passé? Surveillance, état hémodynamique reste stable, mais hémoglobine en chute malgré les transfusions. Donc, c'est qu'il est en train de saigner normalement, hein, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a repris, hein, et en faisant l'artériographie, qu'est-ce que vous voyez? Alors là, c'est l'artère hépatique, d'accord? Sa branche gauche qui est déjà sortie ici, sa branche droite, et c'est sectoriel antérieur et postérieur. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a ici une fuite, il y a quelque chose qui est rond. Donc, c'est du produit de contraste qui est sorti donc de la sectorielle, donc antérieure. Et ce patient donc, avait véritablement ce produit de contraste, mais qui a été un tout petit peu donc, limité par le parenchyme hépatique. Il a continué à saigner, donc on l'a embolisé, ici, avec des coils, hein, donc, et ça a permis justement d'arrêter le saignement. Alors, en matière d'embolisation hépatique, pareil, donc on peut faire soit du distal ou soit du proximal. Seulement, attention, attention, pour le foie, ce n'est pas la rate, ça n'a rien à voir. Alors, pour le foie, quand on embolise en proximal, le risque de récidive hémorragique est très important parce qu'il y a énormément d'anastomose intrahépatique. Et qu'est-ce qui va se passer quand on embolise en proximal? Vous allez perdre votre voie d'abord pour y aller une deuxième fois si le patient ressaigne. Donc, si on embolise toute l'artère hépatique, par la suite, s'il y a un saignement en intraparenchymateux, on ne pourra plus avoir un accès. Donc, le mieux au niveau du foie, c'est d'essayer de faire de son mieux pour faire du sélectif. Alors, soit de l'hypersélectif dans une petite artère périphérique, ou bien éventuellement du sélectif, par exemple, dans une branche segmentaire ou dans une branche sectorielle, hein, d'accord? Voilà, OK? Alors maintenant, il y a ce qu'on appelle les embolisations secondaires dans le foie. Alors ça veut dire quoi secondaire? Ça veut dire que c'est un patient, par exemple, comme on l'a vu, nous, il y a une efficacité transfusionnelle après embolisation, donc on peut le reprendre, d'accord? Deuxièmement, il peut faire une hémobilie, hein, donc s'il fait une hémobilie, c'est qu'il y a... Alors l'hémobilie, c'est quoi? C'est la présence donc, de sang dans les voies biliaires. Et quand on fait un scanner, on peut voir un contenu hyper dense au niveau de la voie biliaire principale sans que ce soit un calcul, hein, qui n'était pas présent sur le premier scan, qui est devenu présent sur le deuxième scanner. Et donc, on sait que les voies biliaires intrahépatiques sont donc vascularisées uniquement par l'artère. S'il y a une immobilie, c'est qu'il y a des artères qui saignent, hein, d'accord? Donc, il faudrait reprendre le malade. Et s'il y a un saignement persistant après packing, ça veut dire que vous avez un patient qui était grave et qui est allé au bloc opératoire. On a fait un packing, il est sorti du bloc, il était plus ou moins bien, mais son hémoglobine continue à chuter et n'est pas bien. Dans ce cas, on peut faire une embolisation secondaire après chirurgie, hein? Donc, si on n'a pas fait au début, hein, ça ne veut pas dire pour autant qu'on peut reprendre le malade. Alors maintenant, pour le suivi, généralement, le succès est très intéressant au niveau du foie, 80-97%. On peut avoir des complications logiques, hein, particulièrement si on embolise de gros troncs, hein, d'accord, on peut avoir des bilomes, des fuites biliaires, parce qu'il va y avoir de l'ischémie biliaire, donc les voies biliaires étant exclusivement vascularisées par l'artère hépatique. Donc si on va faire une occlusion d'artère hépatique, eh bien on va avoir donc de l'ischémie biliaire, une cholangite ischémique et éventuellement un saignement. D'accord, on peut avoir une ischémie vésiculaire, un abcès hépatique, mais bon, ce sont quand même des complications qui sont gérables, hein, étant donné devant la gravité de l'état initial. Alors, le traumatisme rénal, donc pareil, hein, donc si le patient n'est pas stable, sinon, s'il est stabilisé et s'il y a une cible vasculaire, on va faire de l'embolisation. Alors, attention, pour le rein, la circulation est terminale, il n'y a pas de collatéralité dans le rein, hein, d'accord? Donc, il vaudrait mieux favoriser toujours les embolisations hypersélectives. Alors, il ne faut pas vraiment très facilement obstruer toute une artère rénale. Ben, on va finir par perdre le rein, hein. Il n'y aura pas du tout de possibilité de collatéralité qui viennent d'autres vaisseaux. Pour le foie, si possible, pour la rate, si c'est possible, pour le rein, si on part sur une embolisation d'une artère rénale, parce que, par exemple, le patient est très grave éventuellement, eh bien, sachez que le rein, de toutes les façons, en proximal, on va le perdre obligatoirement. C'est pour ça que pour le rein, on essaiera vraiment toujours d'agir de façon sélective, hypersélective. Donc, il faudrait avoir le matériel pour, hein, d'accord?
Voici un exemple ici. Vous avez donc un gros hématome périrénal. Vous avez ici une fuite, hein, autant artérielle, hein, d'accord. Et ici, donc, on la voit très très bien la fuite. Et là, elle a été embolisée, donc d'une façon tout à fait donc sélective. Et le reste du rein est resté donc, tout à fait bien vascularisé. Alors, troisième cas clinique. Donc, patiente, alors ça, c'est un cas assez récent de l'ophtalmolgisme. Donc, c'est une patiente de 20 ans, chute d'une hauteur de 6 mètres, état hémodynamique instable au début quand elle est arrivée, puis après, secondairement stabilisé par le remplissage, d'accord? Douleur pelvienne, radiographie du bassin qui a été faite sur place, fracture complexe du bassin, face écho, épanchement de faible abondance. On a fait un body scan. Alors, après stabilisation, d'accord? C'est quoi l'intérêt de la face écho dans le traumatisme du bassin? Alors, la face écho, bien sûr, son intérêt, vous l'avez certainement vu aujourd'hui, donc, pour éventuellement acheminer le patient au bloc opératoire s'il y a un épanchement de grande abondance, s'il y a un hémopéricarde, ainsi de suite. Maintenant, si on a une fracture du bassin, quel est l'intérêt de la face écho? C'est toujours le même intérêt, là. Oui. Bon. Qu'est-ce qui change? Alors, je pose la question autrement. Qu'est-ce qui change entre un patient, voilà, une patiente chez qui on suspecte un traumatisme de la rate ou du foie et on fait une face écho. Et chez un patient chez qui on voit un traumatisme du bassin sur la radiographie du bassin faite en urgence et on fait une face écho. Est-ce qu'il y a une différence dans les objectifs? Mais on verra ça par la suite. Réfléchissez. Oui, alors on cherche toujours l'enseignement face écho. Mais quand on a une fracture du bassin, est-ce que la conduite change? Je sais, ça peut être fatal. Dans la conduite, est-ce que ça change dans la conduite? Vous allez comprendre quand on va faire ce cas. Alors, qu'est-ce que vous voyez sur ces images de la patiente qui a un traumatisme du bassin? Alors ça, c'est les fenêtres donc, abdominales. Et ici, ce sont les fenêtres osseuses correspondantes. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce que vous voyez? Ils sont fatigués, hein? Oui, alors il y a pratiquement un cisaillement hein, de l'hémibassin, d'accord? Vous avez une importante, donc ici, un traumatisme, un éclatement pratiquement, donc du sacrum, de l'aileron sacré droit, d'accord, ici. Et donc voici le corollaire en fenêtre osseuse, d'accord? Ici, vous n'avez pas beaucoup de sang. Ici, vous avez un hématome, pardon, vous avez un hématome ici, mais pas vraiment de grande abondance. Après, cette patiente a aussi des fractures plus bas, branchiscopubiennes. Alors, elle a des fractures sur tous les mi-bassins droits, hein, d'accord? Ici, elle a donc un gros hématome musculaire. Ici, donc, elle a une fracture qui a donc déplacé. Et je vous rappelle que cette patiente était hémodynamiquement instable. Et que sur la face écho, il n'y avait pas beaucoup de sang. D'ailleurs, la preuve, est-ce que vous avez beaucoup de sang ici? Vous avez des hématomes, mais pas un épanchement intra-abdominal de grande abondance. Donc, est-ce que cette patiente doit aller au bloc? Non. Pourquoi? Pourtant, elle était instable. Supposons qu'elle est restée instable et qu'on n'a pas à la face écho un grand épanchement intra-abdominal. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment? Tahit, tu n'es pas agrégé pour rien. Alors, pour les bassins qui saignent, et que sur la face écho, on n'a pas un épanchement de grande abondance, c'est que probablement il ne s'agit pas d'un saignement parenchymateux venant d'une rate ou d'un foie. Donc, ne pas ouvrir de bassin qui saigne. Il faudrait, même si le patient est instable, il faudrait l'acheminer à la salle de radiologie interventionnelle. Parce qu'un bassin qui saigne, on ne peut rien faire quand on ouvre un bassin qui saigne. Les packings ne sont pas vraiment efficaces. Et je vais vous montrer un exemple de packing tout à l'heure d'un enfant de 8 ans qui n'a pas marché. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, parce que qui nous dit que ce patient instable n'a pas d'autres lésions?
D'accord? Donc, on fait une FASTECO. Si la FASTECO ne montre pas un épanchement de grande abondance, parce que quand le patient saigne dans son pelvis, ce n'est pas un épanchement intra-péritonéal de grande abondance, là. C'est premièrement essentiellement pelvien, et c'est surtout des hématomes secondaires, en fait, à la lésion et aux lésions musculaires et aux lésions viscérales par les ischies osseuses. Par contre, quand vous avez un épanchement de grande abondance, il faut douter de la présence d'un éclatement de rate, de foie. Et dans ce cas, on laisse le patient de côté et on prend le patient au bloc opératoire parce que justement, ça devient une urgence vitale qui doit être opérée. C'est ça la FASTECO dans le bassin qui est instable. Maintenant, si le patient est stable, qui a une fracture du bassin, il passe au scan, tout simplement. D'accord? Voilà.